Mais j'étais l'homme à côté de lui, on était devenu un couple. Hein. Ouais. Comme il me disait, allez, Lomond, on va se coucher. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, alors, c'était sympathique, quoi. Jean-Claude Lomond, vous avez été jusqu'en 1997 le chauffeur de Jacques Chirac. Et vous publiez aujourd'hui vos mémoires qui s'appellent 25 ans avec lui. Vous savez comment on fait? Très bien. Alors, effectivement, il y a déjà eu Pierre Tourlier, le chauffeur de François Mitterrand. Mais lui, il avait attendu la mort de Mitterrand pour publier ses mémoires. Vous le faites du vivant de Jacques Chirac. Alors, évidemment, c'est la première fois en France qu'un président de la République en exercice fait l'objet d'un tel récit. Hein. Je crois que c'est jamais arrivé avant vous. Tout à fait. C'est un petit peu ce qu'on appelle en Angleterre la Butler's littérature, c'est la littérature de majordome. En Angleterre, ça marche très très bien. Il y a toujours des livres mémoires sur les Windsor. Des gens qui ont travaillé pour la reine. Voilà, j'ai travaillé pour la reine, j'ai travaillé pour Lady Di. Alors, c'est très apprécié en Angleterre. Ici, en France, en général, c'est plutôt fait sur les people, rarement sur les hommes politiques. Alors, le livre est sorti depuis combien de temps? Il y a quelques jours, simplement. Quelques jours. Jacques Chirac, pas de réaction? Pas du tout. Je suis Jacques très Chirac, étonné. Jacques Chirac, il a de toute façon une habitude qui est celle de ne pas traîner devant les tribunaux un éditeur ou un journal qui parle de lui. Et jusqu'à présent, il l'a respecté. Alors, avant de passer au contenu du livre, je vais rappeler quand même qu'en dehors du fait d'avoir été le chauffeur de Jacques Chirac, vous avez été entendu à plusieurs reprises par les juges pour avoir apporté des enveloppes en papier craft marron à l'agence de voyage qu'utilisait Jacques Chirac à Neuilly. Voilà. Je trouve que vous n'avez pas une tête de chauffeur, hein? Bah oui. Ah, non, mais maintenant, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'une tête de chauffeur. Toi, par exemple, t'as une tête de chauffeur. Pour finir avec l'histoire des enveloppes, vous avez déclaré à la brigade financière « Je ne m'interrogeais pas sur le contenu des enveloppes cachetées que je déposais à l'agence de voyage de Neuilly, donc chez Gondran. » Voilà. Alors, on va raconter votre vie. Votre livre n'est pas dans l'ordre chronologique, mais moi, je vais faire votre vie dans l'ordre chronologique. Vous êtes né en 1947 à Palaiseau, d'une famille originaire de Corrèze. Vous avez un Est-ce que par amour, vous seriez prêt à ce que votre femme prenne un amant? Pas du tout. Non. Donc, vous avez un CAP d'hôtellerie, mais en fait, votre rêve étant tout petit, c'était de devenir pilote automobile. Et en 68, vous entrez chez Renault. Et en 69, un fonctionnaire... En 69... Pourquoi tu le fais qu'à moi, ça, ces trucs-là? Tu peux pas... En 69, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur débarque chez Renault à la recherche d'un chauffeur. Et vous êtes, après un certain nombre d'essais, vous êtes engagé comme chauffeur au ministère de l'Agriculture, où arrive Jacques Chirac. Donc voilà, donc vous devenez le chauffeur de la famille Chirac, puisqu'à l'époque, enfin je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais les ministres avaient le droit d'avoir un chauffeur pour leur famille. Oui, tout à fait. Et donc vous conduisez effectivement... Et puis les deux filles de Jacques Chirac, Laurence et Claude, voilà. Hein. Vous dites alors qu'à l'époque où Chirac était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, je commence votre bouquin là, il s'envoyait 2 bouteilles de Dom Pérignon par jour. Oui, c'était bon. Disons, on donnait 2 bouteilles, ça veut dire que quand au repas, on ouvrait une bouteille. On n'était pas obligé de la boire entièrement. Oui, hein. d'accord. Bon, voilà. Mais enfin, à l'époque, c'était le Dom Pérignon. Ouais, maintenant, c'est plutôt la Corona. Maintenant, c'est la bière, et on lui a mis, pour que la bière soit bonne, on a mis un fût. Voilà. Et en 1976, donc, quand Chirac quitte Matignon, vous restez avec lui. Oui. C'est l'époque de la création du RPR. Vous prenez votre carte du RPR. Tout à fait. Et vous racontez, alors là, effectivement, c'est un livre qui est plein de révélations. Vous racontez, vous parlez de Chirac dans les bureaux du parti du RPR, rue de Lille. Vous parlez du Bésodrome au dernier étage, quoi, enfin. Non, disons que c'est une détente. Ouais. Ah ouais? C'est-à-dire? Le repos du guerrier. C'est quelle page Ben là, Chirac, vous dites d'ailleurs très clairement qu'il donnait l'assaut aux militantes un peu comme un hussard, quoi. N'exagérons rien. Ah bah si, j'exagère rien, j'ai lu votre bouquin. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, par là... C'est un chaud lapin. Ouais, Oui, c'est un homme qui aime beaucoup les femmes, et les femmes lui rendent bien. voilà. Et alors là, il s'en apercevait, si tu veux, parce qu'il voyait Chirac redescendre, mal fagoté, les chaussettes un peu en vrille sur les chaussures. Hein. On regardait toujours vers le bas, comme ça on était sûr de ce qui se passait. Ouais. Viens par là, crac, crac. Et là, une des grosses révélations du bouquin,
c'est l'aventure entre Jacques Chirac et Marie-France Garot. Parce que moi, Marie-France Garot, j'ai toujours vu cette vieille dame avec les cheveux tirés comme ça. Ben oui. Une dame de créante qualité, c'était la muse. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a été sa muse à l'époque Pierre Juillet, tout ça, Voilà, oui, tout à fait. voilà. Ouais. Ah, on en apprend de belles, hein, je vais te dire, dans ce bouquin. Alors en 77, Chirac est élu maire de Paris. Et alors, là où vous avez pris beaucoup d'importance, c'est qu'un jour, il part en Corrèze sans vous, avec un autre chauffeur. Ce jour-là, il a un accident. Il se brise la hanche. Et après, il va à l'hôpital Cochin, d'où l'appel de Cochin, que tout le monde connaît. Et depuis, ça a été que vous, quoi. Oui, Hein? tout à fait. Ouais. Tout à fait. Quand il est sorti de Menucourt, il m'a appelé au bord de son lit et il m'a dit « Laumon, c'est vous qui me ramenez à l'hôtel de ville. C'est maintenant qu'on va savoir si vous savez conduire. Ouais. Vous voyez la responsabilité. Ouais. » Et puis, quelques jours après, je me suis retrouvé, Madame Chirac m'a appelé à l'appartement et m'a dit « Écoutez, Monsieur Laumon, maintenant vous suivrez mon mari partout. Voilà. Vous serez là. Est-ce que vous acceptez ?» Je dis, madame, m'est-il possible d'attendre quelques instants? Elle me dit, non, c'est immédiatement, il faut répondre. Et j'ai répondu, je savais bien, il fallait dire oui. Bien sûr. Et disons que, bon voilà, j'ai fait mon travail. Et elle me disait justement à l'époque, si mon mari a un autre accident, il ne pourra jamais être président de la République. Alors je trouve que j'ai fait mon travail au nom de la République. Voilà. Alors là, vous racontez, à un moment, vous êtes aussi le chauffeur de Bernadette, en Corrèze. Vous êtes son chauffeur pendant 6 semaines. Mais ils ne savent pas conduire, tous ces gens. Je ne sais pas, non. Il y avait un accident, Chirac Eux, avec ils l'autre chauffeur. ne conduisent jamais leur propre voiture. Si, Madame Chirac conduit souvent sa voiture en Corrèze quand elle était toute seule, mais là, il y avait une grande campagne à faire. Puisque... Voilà, donc une grande campagne où elle se présente en Corrèze. Alors là, vous êtes obligé un peu de finir ses verres parce qu'elle ne tient pas bien l'alcool. Voilà. Donc chaque fois qu'il y avait un comice agricole qui lui offrait un verre, C'est moi qui buvais. et à la fin, vous étiez un peu torché, quoi. Vous dites à Beatty, c'était elle la star. C'est-à-dire qu'à Paris, elle était un peu en retrait par rapport à son fait. mari, mais quand elle est là-bas, c'est elle la star, quoi. C'est chez elle, comme on dit, c'est Ouais. son domaine. Et là, vous dites un truc incroyable, c'est que Chirac l'appelle 100 fois par jour. Oui, oui. Pourquoi il l'appelait? Parce que bon, de temps en temps, elle répondait peut-être pas toujours, donc il se demandait pourquoi qu'elle répondait pas. Mais enfin, c'était des habitudes personnelles. Ouais. Moi j'ai une autre version. Hein. C'est quoi? Si ce qu'il dit est vrai, peut-être c'est parce qu'il se méfie, il veut toujours savoir où aller, tu vois, pour pas se faire surprendre aussi. Hein, C'est possible. Mais des fois, elle refusait de le prendre au téléphone, hein? Oui. Bon, ça, c'est des problèmes internes de ménage, comme on dit. Quoi. Ouais. Et alors là, quand elle invite Hillary Clinton, vous dites qu'elle fait refaire à neuf les toilettes de l'aéroport de Limoges, hein, et qu'elle fait abattre des arbres qui pouvaient gêner les limousines de la First Lady. Tout à fait, parce qu'on a fait le maximum du maximum, quoi. On regarde pas, comme on dit, quoi. C'est pas votre copine, hein? Alors, quand Chirac devient maire de Paris, vous devenez un petit peu, on peut le dire, son factotum. Hein, vous êtes plus que le chauffeur. Voilà, c'est vous qui payez en liquide. Alors, on vous donne des pascals et puis vous allez payer les gens qu'on vous demande de payer. Oui, pour des petites choses. Disons les choses importantes. On envoie les factures à l'hôtel de ville, bien sûr, et tout. Mais j'étais l'homme à côté de lui on était devenu un couple. Hein. Comme il me disait, allez, Laumon va se coucher. Hein. Voilà. Bon, alors, c'était sympathique, quoi. Donc à l'époque, il faut dire comment ça se passait, il y avait une madame Ibon qui était responsable du secrétariat de l'hôtel de ville, qui vous appelait et qui vous donnait une enveloppe en vous disant il faut apporter ça tout de suite à tel endroit, et voilà, monsieur machin vous attend, et vous apportiez les enveloppes de liquide. C'est mon travail, alors. Il y avait beaucoup de liquide qui circulait à la mairie de Paris à l'époque? Ah, moi, au niveau de la mairie de Paris, j'ai jamais vu de liquide. Moi, on me disait de porter des enveloppes, je portais des enveloppes. J'ai vu ça chez Il y avait du liquide dans les enveloppes, mais vous ne voyiez pas le liquide? Non, vous voyez, je ne savais pas qu'il y avait du liquide. C'est les juges qui m'ont dit qu'il y avait du liquide. Alors, moi, j'ai dit aux juges, je suis content que vous m'appreniez au moins quelque chose, parce que je croyais que c'était pour moi, vous m'appeliez. Et ils m'ont dit non, c'est pour vous nous informiez. Je ne peux pas informer quelque chose que je ne sais pas. Et Jean-Claude Méry, celui de la cassette posthume, vous l'avez connu? J'ai connu bien, il venait à l'hôtel de ville, comme j'ai dit au juge. Moi, il m'a salué, je saluais, vous savez, je travaillais beaucoup puisque j'étais tout seul. Parce que moi, avant d'arriver à la présidence de la République, j'ai travaillé 23 ans, jour et nuit. Hein? Bon, j'arrive à l'Élysée, quand même pas... Hein? Alors en 81, c'est les présidentielles, Mitterrand contre Giscard, et vous dites quelque chose qu'on savait, mais enfin là, c'est dit par quelqu'un qui y était, en tous les cas, les colleurs d'affiches du RPR donnaient un coup de main à ceux de Mitterrand pour faire battre Valéry Giscard d'Estaing. C'est la vérité. C'est la vérité, et même parce que le RPR a payé 1 million de francs les dernières affiches. Voilà. On ne regarde pas pour aider quelqu'un, quoi.
Alors, vous racontez aussi les Freuden de Chirac, hein. Là, il y en a plein le bouquin. C'est-à-dire que quand Lady Di meurt sous le pont de l'Alma, effectivement, on ne sait pas où il est, Chirac, quoi. Secret d'État. Tout le monde le cherche. Vous saviez où il était, vous? Secret d'État. Ah, d'accord. J'étais automatiquement au secret défense, donc je ne peux pas répondre tant que je suis sous secret défense. Bernadette vous a demandé où il était? Ça, disons qu'elle avait compris que ce n'était pas la peine de poser la question. J'ai pas compris, moi. Il était où? Il partait souvent, en plus, il profitait des voyages pour partir accompagné aussi. Oui, ça arrivait que, bon, on a eu l'histoire des chemises, que Bernadette, à 5 h du matin, me dit, j'arrive à 7 h 30, les chemises sont Monsieur Laumont, faites très attention. Ouais. Alors moi, je faisais très attention. Nous ouvre la partie à Villacoublay, on arrive à Villacoublay, Monsieur Chirac, je lui dis, attention, on s'en fout, Laumont pas. Bon, et puis après, j'ai vu qu'on allait faire un voyage agréable, quoi. Mais on allait dans un voyage officiel, attention. Hein. C'est ce que vous dites dans votre bouquin, ça. Hein. Je n'ai jamais été dans un voyage, disons, moi j'étais à l'île de la Réunion, jamais l'île Maurice. Ouais. Que ça soit clair. Vous dites en parlant de Jacques Chirac, on l'appelait 3 minutes douche comprise. C'est pas moi qui le disais, c'est les femmes. Ouais. Je me suis pas... Amanda. Ouais, mais c'est-à-dire. Amanda. C'est court, c'est court. C'est court quand même. Non, mais je crois que c'était une plaisanterie. C'est une plaisanterie quand même. Même pour la douche, 3 minutes, c'est court. Si dans la vie les femmes n'avaient pas d'humour, alors ça serait pas grave d'y 3 vivre. minutes quand même. Faut pas charrier. Faut pas charrier. Non, c'était. Alors, il y a quand même de eu des l'humour. drames, et c'est ce que vous racontez dans votre bouquin, entre Bernadette et Jacques. Hein. Un jour, comme ça, vous assistez à une scène où elle dit à Jacques Chirac, vous me prenez pour une conne, vous ne serez jamais président si je ne suis pas avec vous. Je revenais de course, je sonne, c'était pas le meilleur moment, comme on dit, et d'une certaine façon, ils discutaient sur des points bien précis, et elle lui a fait comprendre que, en France, il fallait une famille, à l'époque, hein. On n'est pas en l'an 2001. Hein. Bon, alors moi, bien sûr, je me suis éclipsé. Vous aviez entendu ça quand même? J'ai entendu, oui, bien sûr. Mais vous savez, des fois, on arrive d'oublier certaines choses. Hein. Alors vous dites dans votre bouquin qu'il y avait une sorte, effectivement, de rivalité aussi entre Chirac et Mitterrand. C'était chaque fois que Chirac avait une aventure, il disait « Est-ce que Mitterrand l'a eu, celle-là » C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on ne savait pas, nous. Non, il y avait... Une espèce de concours au sommet, non, quoi. Il y avait des courtisans qui montaient dans l'automobile pour faire plaisir à la personnalité, pour lui dire telle et telle chose. Alors, lui, il était friand... donc il disait c'est pas possible, pas celle-là. Il dit si, mais comment il fait? C'était de l'amusement, quoi. Mais c'était de la détente, c'est normal. Donc ces femmes-là étaient de toutes les parties, en fait. Pas du tout, mais faut comprendre qu'à la République, il y a des moments de détente. Moi, je comprends. Hein. Moi, je vais vous dire, je crois que ça le rend sympathique, Chirac, ça. Je pense que les Français... C'est un monument, c'est le Johnny Hallyday de la politique. C'est le prochain slogan, Johnny Hallyday. Votez pour moi, j'ai le Johnny Hallyday de la police. Bon, alors, vous dites que Chirac respectait beaucoup Mitterrand. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et un jour, il avait rendez-vous avec Mitterrand, il n'avait pas de ceinture. Oui. On était parti de Matignon, on arrivait chez le président entre 86 et 88. Puis d'un seul coup, il était dans sa voiture, il regarde, il dit « Ah, j'ai pas de ceinture !» Il perdait son fond. Bon, alors moi... non, mais... Elle était où, la ceinture? C'est des costumes sur mesure. Et à la fin, il dit, je ne peux pas me présenter devant le président. Laumont, prêtez-moi votre ceinture. Ça m'a fait quand même drôle. Hein. Et moi, je suis resté assis dans la voiture à l'Élysée, en attendant qu'il me rende ma ceinture. Mitterrand, parce qu'il n'ose pas se présenter devant François Mitterrand sans ceinture. C'est du respect. Il y a l'histoire de Mourouzi qui est absolument géniale. C'est-à-dire qu'un jour, Chirac et Bernadette arrivent chez Mourouzi, rue de Rivoli. Et Mourouzi met le magnétoscope en marche, il y a une cassette porno. Mourouzi voulait montrer le dernier appareil qu'il avait, l'appui et tout, et puis monsieur même Chirac dit, il était outré, il était mal à l'aise et tout, et puis à la fin du compte, ils ont dit, mais non, laissez, c'est pas grave. Bon, c'est pareil, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Il y a l'histoire des fauteuils aussi, il y a Bernadette qui dit, j'aime bien vos fauteuils. J'aime bien les fauteuils, et le lendemain matin, la ville de Paris, Trine, il offre les fauteuils. Alors, en 95, Chirac devient président. C'est vous qui conduisiez la voiture à travers Paris, ce fameux soir, là. Voilà, c'est moi qui ai conduit cette fameuse voiture. Alors, vous parlez de Bernadette, c'est pas votre copine. Vous dites par exemple qu'elle veut cacher à tout prix Martin, le fils que Claude Chirac a eu avec Thierry Ray.
Vous ne comprenez pas Je ne comprends pas cette attitude. Dans le parc de l'Élysée, on pousse le couffin un peu partout pour pas que les gens... Oui, c'est-à-dire, j'ai été très blessé déjà. J'ai eu beaucoup de blessures. Je ne comprenais pas. Vous le cachez à vous, c'est ça? Non, il ne fallait pas que je l'approche. On ne voulait pas qu'à la naissance, il ne fallait pas. Bon, je ne comprends pas parce que j'ai toujours été avec Claude et Laurence, je crois, de très bonne qualité. J'aimerais bien qu'on m'explique. On va y venir justement. On entre là dans le processus qui a conduit à votre départ et qui a... les problèmes ont commencé quand vous annoncez votre mariage avec Armelle Benassi, qui est donc la fille d'un notable corrézien. Et Bernadette, d'un seul coup, est contre votre mariage avec cet Armelle Benassi. Parce que... En disant l'année prochaine, si on le laisse rentrer dans le truc, l'année prochaine, l'Aumont, il est au Conseil général. C'est-à-dire, comme je connais tout le monde, puis je suis un peu VIP moi-même. Par la force des choses, voilà. Jean-Claude. Donc, d'une certaine façon, ils se sont imaginés plein de choses qui n'existaient pas. Mon épouse, n'était pas du tout question qu'on se rende dans la politique. Moi, je sais pas. Vous savez, vous avez les entourages, ça tue. Les entourages parlent beaucoup, les entourages parlent en votre nom. Et inventent. Les chauffeurs aussi parlent beaucoup. Ah oui, justement, maintenant, je n'y suis plus. C'est la raison pour laquelle que je parle. Mais je veux dire par là... Donc, elle ne veut pas que vous épousiez Armelle Benassi. Elle approche votre belle-mère. Donc, elle descend. Elle essaye de le dissuader. De la dissuader. Et quand je m'en réfère au président de la République, par correction et politesse, je lui dis c'est une amie parce qu'à un certain niveau, on a quand même une certaine qualité. Et on ne se permet pas de parler d'une certaine façon. Tu t'enterres. Et là, vous avez le sentiment qu'on veut se débarrasser de vous, tout simplement. Votre femme, parce que vous finissez quand même par l'épouser, Armelle Benassi... on se marie par amour. Oui, parce qu'elle a été assistante du trésorier du RPR, donc elle sait des Juge trucs. Alphen était très intéressé aussi, Vous savez des trucs aussi, étant donné que vous avez été le factotum de Jacques Chirac. Donc, d'un seul coup, vous avez l'impression qu'on veut se débarrasser de vous. C'est vrai qu'Armelle Benassi, votre femme, a été auditionnée par le juge Alphen. Mais vous mariez quand même. Et quand vous vous mariez, Armelle Benassi, donc devenue Armelle Laumont, j'imagine, reçoit une couronne mortuaire pour le cadeau de mariage avec une carte de l'Élysée. Une carte de monsieur et madame Jacques Chirac. C'est quand même bizarre. Eux qui l'ont envoyé quand même. Je pense pas. Mais enfin, le président en a été averti. Et voilà. Et après le voyage de noces, Chirac vous propose en tous les cas d'aller à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Vous comme chef de la sécurité d'une grosse boîte, et Armelle, votre épouse, comme assistante de Jacques Lafleur, qui est le patron du RPR en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Et donc, il dit, quand vous partez, je vous envie, Laumont. Je vous envie. Vous partez dans un endroit où j'aimerais prendre ma retraite. Il ne faut pas le croire. Et vos amis vous disent, Nouméa, c'est loin, fais gaffe, on y meurt facilement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu parano, Jean-Claude, quand même? Je ne pense pas, parce que, je veux dire, tout ce qui m'est arrivé, pour moi, personnellement, je me pose beaucoup de questions, je ne comprends pas. On ne m'a jamais expliqué réellement ce que j'avais, les problèmes et tout. Et je me dis au fond de moi-même qu'on m'explique. Et personne n'est capable de m'expliquer, alors qu'on me le dise une fois. Pour ça, j'ai fait une thérapie. Les paranos ont aussi de vrais ennemis, en même temps. Sur cet envoi, je dirais, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, vous dites on m'envoie au bagne pour me faire taire. Oui. Je me pose des questions. Chirac ne vient pas à votre pot de départ. Non. Et puis voilà, vous arrivez à Nouméa après 22 heures d'avion, c'est pas la porte à côté. Et puis en fait, les jobs qu'on vous avait promis, elle avec Lafleur, vous dans votre boîte de sécurité, vous découvrez que c'est 2 placards en fait. Moi, quand j'ai atterri en Nouvelle-Calédonie, avec l'ordre du cabinet du président de la République, je me retrouve à la police de l'air et des frontières. Parce que ma femme avait un contrat pas à son nom officiel, et moi, j'avais pas de contrat, donc on se demandait ce que je venais faire sur le territoire. Parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, vous ne pouvez pas atterrir que si vous n'avez pas un billet aller-retour. J'avais qu'un aller. Alors voilà, vous appelez Villepin à la présidence. 48 heures plus tard, le chef de cabinet de Lafleur, Guimard, vous dit écoutez, arrêtez un peu Laumont, inutile de harceler Paris. Nous, on a hérité des Laumont, l'air de dire bon voilà, nous faisons avec, mais on pourrait aussi très bien faire sans. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le métier comprendre le double message. Donc j'ai compris que c'était négociable. Voilà. Donc j'ai fait le nécessaire. Voilà. J'appelle de Villepin et je lui dis Monsieur le secrétaire général, vous avez été le président, j'ai assez rigolé. Vous dansez à Paris. Voilà. Vous faisiez chier la Nouvelle-Calédonie.
Ah bah, c'est-à-dire les conditions que j'étais, c'était pas tellement agréable. La Twingo. Et la Twingo, voilà. Bon, alors vous rentrez à Paris finalement, hein, vous arrivez à rentrer à Paris, et vous êtes affecté à l'état des Vespasiennes et des cimetières. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'arrive à Paris, on me dit reste calme, fais pas d'histoire et tout, comme si j'étais un. Je sais pas. Bon. Moi, je suis un garçon républicain, je me tais, je dis rien, je suis. Hein. On me dit bon, vous avez demandé les parcs et jardins, vous allez au parc et jardins. Bon, parfait. Je me retrouve au parc et jardins, le directeur me dit j'ai pas besoin de vous, vous êtes auprès de moi, mais j'ai pas besoin de vous, vous serez auprès de l'administrateur des cimetières de la ville de Paris. Bon, j'ai très bien, mon bureau est où? Ben, il me dit au Père-Lachaise. Moi, je croyais que c'était une plaisanterie. Oui, bah oui, comme je suis parano. Bon, pensez que tout le monde veut vous buter, bien sûr. Voilà, bon, et puis à la fin du compte, on me retrouve au Père-Lachaise, on me met un bureau où vous avez les petites croix quand vous avez servi 25 ans un homme comme et la famille Chirac, c'est marrant. Et puis au bout de 10 jours, l'administrateur, il me dit, avec les emplois fictifs, à la ville de Paris, il m'appelle et il me dit « Monsieur Lomont, il faut que vous fassiez un travail ». Ah, je dis « Ah bon, très bien, quel est mon travail ?» Il me dit « Voilà, Monsieur Lomont m'a demandé que vous fassiez un rapport complet des Vespasiennes, des 20 cimetières de la ville de Paris ». Quand je l'ai regardé, je me suis dit « Vous foutez de ma gueule, là, ou quoi ?» Il me dit « Non, non, c'est les ordres, il faut que vous fassiez ça, et puis c'est tout ». C'est parano aussi. Et puis, voilà. Et puis après, bah, j'ai été voir mes avocats, bien sûr, parce que j'ai pris des avocats. J'étais contractuel, parce qu'ils ne m'ont pas repris comme fonctionnaire de la ville. Que normalement, la loi est pour tout le monde, mais vous savez que je suis parano, donc pas de problème. Et puis, à la fin du compte, j'ai été voir, disons, la CGT, que je connaissais. J'ai dit, les gars, essayez de m'aider, parce que ceux que j'ai servis, c'est terminé. Alors, après, j'ai fait mon dossier, j'ai transmis ça à mon avocat, photocopie, bien sûr, au service des parcs et jardins. Et un matin, on m'a appelé, on m'a dit maintenant, vous allez faire les crânes à Thiers. Qu'est-ce que vous allez faire à Thiers, pardon? Eh bien, vous savez, il y a des parties, ce qu'on récupère, parce que les gens qui datent d'un siècle, et on m'a demandé... L'exhumation des cadavres, quand on n'a pas des concessions à perpétuité, voilà, donc dans ces conditions... Vous appelez ça les crades? Bah, et les crânes, on tire tout, et vous surveillez tout ça, mais c'est très agréable. Excusez-moi. Vous avez essayé d'appeler Julien Courbet, sans aucun doute, parce qu'il... Des fois, quand il y a des injustices comme ça, ils font des... Vous aussi, des fois, ils aident. Moi, j'ai vu déjà, ils vont et ils arrivent Alors aujourd'hui, vous êtes quoi? Vous dites, j'ai un emploi de réflexion. C'est quoi votre boulot aujourd'hui? C'est-à-dire que maintenant, quand ils ont vu qu'ils ont quand même été un peu trop loin, certains amis ont trouvé quand même que c'était un peu excessif. On a prévenu quand même l'entourage du président que ça allait un petit peu trop loin. Monsieur Tibéri, on a été le voir en lui disant « faut arrêter ». Et Monsieur Tibéri dit « j'aime bien Lomont ». Bon, très bien. Donnez-lui un autre poste ailleurs. Et je me retrouve à la propreté de Paris, auprès de l'ingénieur général, chargé d'études. Et vous ont mis vous étiez aux Vespasiennes, ils vous ont mis au motocrotte. C'est pour ça que je me dis, quand même, j'ai un parcours exceptionnel. Hein. Et Armelle, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Armelle, elle travaille dans une mairie annexe de la ville de Paris. Elle s'occupe d'enfants, ça veut dire des gens qui ont besoin, qu'elle est à la disposition. Elle rend service au moins. Je crois que son père a beaucoup aidé. Je crois que son père a beaucoup aidé, je crois. Son père a aidé Chirac à entrer en politique. Il a reçu Chirac en 1966. Voilà. Et son père l'hôpital de Tulle, c'est à son nom. Le centre de secours, c'est à son nom. La rue principale de Corrèze, c'est à son nom. Jean-Claude Lomont, ce soir, si vous aviez quelque chose à dire à Jacques Chirac, ça serait quoi? Pourquoi Monsieur le Président m'avait fait tant de mal à moi et à ma famille? Voilà, Jean-Claude Lomont, le chauffeur de Jacques Chirac, 25 ans avec lui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.